Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire flash proposé par le FIP en région Auvergne-Rhône-Alpes, dernier webinaire pour cette année 2022. Un webinaire flash ce matin qu'on vous propose de consacrer à la thématique de l'apprentissage. J'allais dire presque, encore une fois puisque vous le savez, l'apprentissage est une, si ce n'est la priorité aujourd'hui, du FIP que de pouvoir promouvoir l'apprentissage des, personnes en situation de handicap au sein des structures publiques. 1re raison pour laquelle on a souhaité, consacrer ce dernier webinaire à cette thématique-là. 2e raison, parce que vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a eu également, un certain nombre d'évolutions, réglementaires ces derniers mois, presque ces dernières années, qui amènent un peu à revoir le paysage des acteurs accompagnant, au sens très large, accompagnant le développement de l'apprentissage. C'est aussi pour cette raison qu'on a voulu ce matin consacrer ce webinaire flash qui sera un tout petit peu plus long que d'habitude, puisqu'il sera d'une durée d'1 heure et non pas 45 minutes pour ceux qui en ont l'habitude. Donc c'est aussi pour cette raison qu'on a voulu consacrer ce webinaire à la notion de l'apprentissage pour pouvoir revenir avec vous, en particulier avec ces évolutions réglementaires, sur les modalités de financement. Pour être bien au clair les uns et aux autres sur qui, quoi, comment prend en charge, accompagne la prise en charge, notamment financière, du contrat d'apprentissage et notamment de ses modalités pédagogiques. On prendra un petit temps ce matin pour revenir sur ces grands principes et voir ensemble quels sont, versant par versant de la fonction publique, les modalités de ces prises en charge. Et puis, vous devez probablement le savoir également, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on va y revenir, prévoit la possibilité d'une majoration des coûts de contrat pour pouvoir prendre en charge les éventuels aménagements nécessaires pour un apprenti en situation de handicap. Donc on reviendra également sur ces modalités de prise en charge des majorations des coûts de contrat dus aux besoins d'aménagement en raison du handicap. Et il va sans dire que si on verra ces modalités de financement, il faudra voir ensemble aussi comment calculer, comment bien évaluer ces besoins de financement et notamment les besoins en matière d'aménagement au sein des centres de formation d'apprentis. On finira ce webinaire en rappelant aussi quelles sont les aides du FIPHFP en la matière. Et puis, il nous paraissait essentiel, ça nous prendra quelques minutes, mais néanmoins, de revenir aussi avec vous sur quelques bonnes pratiques qu'on a déjà pu partager avec certains d'entre vous dans le cadre de webinaires précédents ou d'événements précédents. Voilà, quelques bonnes pratiques en matière de recrutement d'apprentis. Et on se gardera un petit temps à la fin pour pouvoir évoquer, échanger, j'espère répondre à vos questions, questions que vous pouvez, poser dans l'onglet, comme son nom l'indique, hein, questions, qui vous permettra de partager avec nous toutes vos remarques, vos questions, et on se donnera encore, allez, 5 grosses minutes en fin de webinaire pour tenter de répondre à certaines de ces questions-là. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et donc d'aborder ensemble les modalités de financement des contrats d'apprentissage. J'en ai parlé dans mon introduction, la loi de septembre 2018, la loi à venir, ou la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a engendré un certain nombre d'évolutions qui permettent de revoir, je le disais, le paysage du financement de l'apprentissage. Première chose, vous le savez, les entreprises jusqu'à présent contribuaient chaque année à la formation professionnelle et devaient verser également une taxe d'apprentissage. Je ne rentre pas plus dans ces détails-là. Sachez que avec la loi à venir, désormais, ces contributions et formation professionnelle et taxe d'apprentissage sont désormais compris en une seule contribution unique. Donc la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, contribution qui est collectée par le nouvel opérateur induit par cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est France Compétences. France Compétences, désormais, collecte l'ensemble de ces contributions, charge à France Compétences, une fois qu'elle a collecté ses fonds, de pouvoir réaffecter
l'ensemble de ces fonds auprès des opérateurs, je vous en ai cité quelques-uns, on va y revenir, qui accompagnent et qui financent la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc France Compétences redistribue le produit de ces contributions pour financer une partie du CPF, le dispositif Transition Pro, l'évolution et les conseils en évolution professionnelle, évidemment le financement des OPCO qui eux-mêmes pour les entreprises privées, vont redistribuer pour les branches qui les concernent ces financements. Si je prends une seconde ou deux pour revenir sur ce grand principe, c'est aussi pour vous rappeler que pour ce qui concerne la fonction publique, l'employeur public, lui, ne contribue pas à cette contribution unique. Le principe est que l'employeur public, du coup, assume le coût pédagogique de la formation sur ses propres fonds. Ne contribuant pas dans le cadre de la contribution unique, eh bien, c'est à l'employeur d'autofinancer le coût pédagogique. Et donc, de voir directement avec le CFA, si on parle de l'apprentissage, de pouvoir. Alors, on a parlé de négociation avec le CFA. Le but du jeu n'est pas de vous dire négocier, négocier, négocier autant que vous le pouvez, mais de vous rappeler aussi que dans votre relation employeur public avec le CFA, vous avez une relation du coup directe pour pouvoir aussi évoquer le coût. Et on va revenir sur le coût et sa prise en charge, notamment dans le cadre de la fonction publique et versant par versant, parce que là aussi des différences doivent être rappelées et bien comprises. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, j'espère ne choquer personne et pas faire de raccourcis trop rapides, mais je vous ai parlé des OPCO juste avant, qui sont les opérateurs qui financent du coup la formation pour les différentes branches dans le secteur privé. On va considérer que le CNFPT, j'espère que personne ne m'en voudra, peut être considéré comme l'OPCO de la fonction publique territoriale. En l'occurrence, le CNFPT, et notamment depuis un décret de juin 2020, est clairement identifié comme un opérateur de financement de la formation dans le secteur public local, dans le secteur public territorial, pour le versant de la fonction publique territoriale. Donc ce décret du 26 juin a permis d'entériner cette compétence-là, et à partir de juin 2020, le CNFPT était en capacité et est en capacité de prendre en charge 50% des coûts pédagogiques pour des contrats d'apprentissage. Il se trouve que, et notamment avec l'apparition de la loi de finances 2022, désormais le CNFPT ne prend pas en charge que, si j'ose dire, 50%, mais l'intégralité du financement pour les contrats d'apprentissage signés par une structure publique à partir du 1er juin 2022. Donc une prise en charge à 100%, soyons précis, à 100% dans la limite de montants maximaux qui ont été définis par le CNFPT. Et alors, vous le voyez sur la diapositive que je vous diffuse, j'aurais dû vous le rappeler, bien entendu, et vous le voyez dans le chat, bien entendu, ce support-là sera tenu à votre disposition à l'issue du webinaire. Je vous le dis, puisque sur le support en question, en montant maximaux avec la petite astérix, en cliquant sur ce lien-là, vous accéderez directement, du coup, eh bien, effectivement, à la grille tarifaire qui est imaginée par le SN, enfin, qui est pas imaginé, qui a été défini par le SNFPT comme étant les montants maximaux pris en charge à hauteur de 100%, donc en fonction des formations visées et des niveaux de formation visés. Donc, je vous invite à suivre ce lien-là pour bien avoir en tête quels sont les montants maximaux pris en charge par le SNFPT, encore une fois à hauteur de 100% pour ce qui concerne le contrat d'apprentissage. Alors pour tous les contrats qui ont été signés avant le 1er janvier 2022, eh bien c'est la règle précédente qui valait, et donc cette prise en charge elle sera de 50%, mais à compter du 1er janvier 2022, les contrats d'apprentissage signés par des opérateurs de la fonction publique territoriale sont pris en charge sous ces modalités-là, par le SNFPT à hauteur de 100%. Deuxième chose, sur la même diapositive, vous voyez ce petit schéma que je vous ai mis à droite. Là aussi, en cliquant sur ce schéma, vous accéderez à un document qui est mis à votre disposition, employeurs publics territoriaux, par le SNFPT, qui vous rappelle dans le détail les étapes du financement, et notamment, et on va y revenir, l'importance de bien préparer du coup ce projet de recrutement d'apprentis. Je vais y revenir, et notamment dans les bonnes pratiques tout à l'heure. Voilà donc pour la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière, désormais,
Là aussi, des financements et des prises en charge peuvent être sollicités et imaginés, et notamment en mobilisant, allez, là aussi j'espère que personne ne m'en voudra, et je ne vois pas pourquoi, mais pour le pendant du CNFPT pour la fonction publique hospitalière, en l'occurrence l'ANFH. L'ANFH peut être mobilisée, et les financements de l'ANFH peuvent être mobilisés pour pouvoir concourir au financement des coûts pédagogiques dans le cadre de contrats d'apprentissage. D'abord, rappeler que, l'apprentissage peut être, pris en charge dans le cadre des, enveloppes plans de formation, hein, des établissements de la fonction publique, hospitalière. Dans le cadre de ces plans de formation, l'ensemble des coûts, peuvent être donc, pris en charge, le salaire, les charges de l'apprenti, les coûts pédagogiques, et cetera. Et puis, les établissements hospitaliers qui relèvent de la NFH peuvent également mobiliser ce qu'on appelle les fonds mutualisés. J'y reviens pas, je pense que pour vous, employeurs publics de l'hospitalière, c'est des choses qui sont très connues. Là aussi, alors, même principe que sur la diapositive précédente, en passant votre souris sur le document guide de l'apprentissage que vous voyez sur votre droite, vous aurez l'accès direct et vous pourrez télécharger le guide de l'apprentissage qui a été produit par la NFH pour vous expliquer l'ensemble des modalités, des étapes, de sollicitation et de prise en charge des financements dans le cadre de l'apprentissage. Les modalités de prise en charge, ou en tout cas ces niveaux de prise en charge, diffèrent un peu, même diffèrent de ce qu'on a vu pour la fonction publique territoriale, puisque dans le cadre de ce qui a été arrêté par la NFH, et le projet de loi de finances également, cette prise en charge pour la fonction publique hospitalière par la NFH est à hauteur de 50% maximum des coûts pédagogiques prévus par l'organisme de formation. Là aussi, le principe de montants plafonnés ou maximaux a été établi de la même manière que par le CNFPT, par la NFH. En passant votre souris sur montant plafonné, vous aurez accès à cette grille du coup tarifaire prise en charge par la NFH. Voilà ce qu'il en est pour la territoriale et pour l'hospitalière. Il nous reste la fonction publique d'État. Pas d'ANFH pour la fonction publique d'État, pas de CNFPT. Le principe initial que je rappelais tout à l'heure, à savoir le principe est que l'employeur public ne cotisant pas dans le cadre de la contribution unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est l'employeur public qui autofinance ces modalités-là. Dans le cadre de la fonction publique d'État, on est bien dans ce principe de l'autofinancement. En réalité, hein, les coûts de formation, la rémunération, tous ces coûts-là sont, et il est bien rappelé, pris en charge par les administrations et directement sur leur programme budgétaire. On voulait vous rappeler quand même pour la fonction publique d'État l'apparition en juillet, le 6 juillet 2022, de la circulaire relative à la campagne 2022 de recrutement d'apprentis. Donc voilà, pour cette rentrée 2022, mais courant, vous l'avez compris, sur 2022-2023. Cette circulaire, elle rappelle des objectifs ambitieux et clairement chiffrés de recrutement d'apprentis par département ministériel, par ministère, disons-le comme ça. Toujours le même principe, en cliquant sur l'image, vous accéderez à l'intégralité et vous pourrez télécharger l'intégralité de cette circulaire, en rappelant donc, voilà, ministère par ministère, quels sont les objectifs de recrutement chiffrés. Et en rappelant aussi, dans le cadre de cette circulaire, les modalités, ou en tout cas quelques rappels quant aux mesures d'ordre financier qui permettent de favoriser l'accueil d'apprentis. Alors, pour rappel, l'idée n'est pas de revenir sur ces principes-là, mais vous savez probablement que pour les employeurs publics qui relèvent de la fonction publique d'État, il est prévu notamment la possibilité de versement d'une allocation allant jusqu'à 500 € pour les maîtres d'apprentissage, et c'est spécifique à la fonction publique d'État, encore une fois. Mais voilà, cette modalité est rappelée. Rappelez aussi que les apprentis recrutés dans la fonction publique d'État voilà, ne sont pas pris en compte dans le décompte des plafonds d'emploi, etc., etc. Donc, le principe pour la fonction publique d'État, assez simple, un autofinancement avec des engagements et des rappels d'engagement qui sont relativement importants. L'idée étant de pouvoir favoriser l'accueil de ces apprentis au sein des structures publiques d'État, en imaginant bien et en évaluant bien du coup le nombre d'emplois que cela va concerner. Je vous parle d'évaluation puisque
Deuxième principe sur lequel on voulait revenir avec vous ce matin, au-delà du financement général des coûts pédagogiques ou des coûts de contrat d'apprentissage, la loi toujours de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit également une majoration de cette prise en charge ou du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, une majoration pour tenir compte des éventuels besoins d'apprentis en situation de handicap, et notamment bénéficiant ou disposant d'une RQTH. En réalité, le principe dans la loi est d'imaginer de pouvoir continuer à favoriser l'accès à l'apprentissage pour ce public en situation de handicap et de toujours tendre à une meilleure accessibilité universelle et notamment de la formation et au sein des établissements de formation. Il va sans dire que voilà, promouvoir l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, si dans le cadre de notamment sa formation pédagogique, les conditions ne sont pas réunies pour lui permettre réellement de suivre cette formation, ce vœu reste pieux. Et du coup, la loi pour l'avenir, pour la liberté, c'est jamais facile à dire, la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit une majoration de ce niveau de prise en charge qui, dans son principe, est une majoration qui peut aller jusqu'à 4 000 € par année de contrat d'apprentissage, par année d'exécution, donc jusqu'à 4 000 €. Le principe étant de pouvoir financer, tout ou partie, des aménagements nécessaires, quelle que soit la nature de l'aménagement, technique, humain, bref. Donc, pouvoir financer tout ou partie de cet aménagement par rapport au surcoût que ces aménagements vont engendrer pour le CFA. Le principe est bien là. Le principe est bien de pouvoir favoriser l'accessibilité la meilleure possible au CFA. Voilà le principe de la loi. Cette majoration de 4 000 € dans le principe, notamment dans le secteur privé, va être pris en charge par les opérateurs OPCO, notamment, et notamment via les financements de France Compétences. Pour ce qui concerne la fonction publique dans son ensemble, les modalités de prise en charge de cette majoration et de ces majorations diffèrent et parfois peuvent interroger. Et disons-le, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu consacrer ce webinaire ce matin, interroge de terrain. C'est des remontées qui nous sont remontées auprès du Handipact sur parfois ces interrogations de la part aussi d'employeurs publics, oui, mais et de centres et d'organismes de formation aussi, qui, dans le cadre de la majoration de ces coûts de contrat pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui prend en charge et quel est le processus. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, j'en reviens au CNFPT, et notamment son conseil d'administration, qui aujourd'hui a voté, son conseil d'administration, le fait de prendre en charge, alors c'est une majoration possible allant jusqu'à 4 000 €. Je vais là aussi peut-être le dire rapidement, et j'espère que je ne vais pas trop dans le raccourci, et globalement, cette possibilité de la majoration jusqu'à 4 000 € qui est prévue par la loi à venir, eh bien, cette possibilité, elle est rendue effective pour les employeurs publics territoriaux par justement cette décision du conseil d'administration du CNFPT que de également prendre en charge à hauteur de 4 000 € une majoration possible, donc dans les mêmes principes, j'allais dire, que ceux prévus par la loi. Très concrètement, pour le versement de cette majoration auprès du CFA, donc concrètement, le CFA va établir un devis pour évaluer, enfin un devis, aura évalué, pardon, les besoins d'aménagement nécessaires en son sein, établit un devis auprès du CNFPT, et c'est bien le CNFPT qui financera directement auprès du CFA cette majoration due aux besoins d'aménagement en CFA. On vous a rappelé les principes de ce processus entre le CNFPT et donc pour les employeurs publics qui en relèvent et qui et donc notamment territoriaux avec le CFA. Pour ce qui concerne la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, la NFH, ou pour ce qui concerne la FPE, là, la fonction publique d'État directement, il n'y a pas aujourd'hui
de mesures particulières quant à ce niveau de prise en charge et quant à cette prise en charge, pardon, de la majoration des coûts dus aux besoins d'aménagement. Ça veut donc dire que, et sans doute pour beaucoup d'entre vous qui avez pu l'expérimenter, l'idée va donc être de pouvoir se retourner et imaginer de solliciter le FIPHFP pour cette prise en charge. Cela est possible, on va y revenir. On va revenir notamment sur les modalités et des aides et des interventions prévues par le FIP dans le cadre de l'accompagnement du développement de l'apprentissage. Néanmoins, ça pose très clairement la question de la bonne évaluation, non seulement des besoins, mais également de la nature des besoins et de leur modalité de prise en charge. Je vais m'expliquer dans un instant. D'abord, en vous rappelant que si on parle donc de majoration des coûts de contrat dus aux besoins d'aménagement en raison du handicap, ça veut donc dire qu'il est fondamental, et je m'adresse à l'ensemble de nos participants, et j'entends par là employeurs publics, mais également organismes de formation, ça veut dire qu'il est donc fondamental avant tout de bien calculer le niveau de cette majoration. Et quand je dis calculer, ça veut donc dire de bien évaluer les besoins inhérents à l'apprenti et à sa situation de santé et sa situation de handicap, et à l'environnement du CFA qui, dans le cadre de sa partie pédagogique, théorique, de sa formation pardon, théorique, va accueillir cet apprenti. Donc il est essentiel de prendre le temps de la bonne évaluation des besoins d'aménagement pour chaque situation concernée. C'est pas forcément évident de pouvoir imaginer tout, évaluer tout savoir pour tout savoir bien évaluer. Et c'est pourquoi, et vous le voyez là encore une fois sur la petite illustration que je vous ai mis à droite de la diapositive, vous voyez le cycle de l'AGFIP, qui est un partenaire évident du FIPHFP. C'est pas une erreur de vous parler de l'AGFIP, bien au contraire. L'AGFIP est notamment à l'origine du développement de ce qu'on appelle la ressource handicap formation, la RHF. RHF, j'en dis un mot, hein, qui a pour mission, ou en tout cas, oui, mission prioritaire, de pouvoir accompagner les organismes de formation dans leur meilleure prise en charge du handicap en leur sein, pour le dire rapidement et de manière globale. La RHF, du coup, a travaillé et désormais met à disposition des organismes de formation une grille d'évaluation des besoins d'aménagement en raison du handicap. Cette grille, elle est très, très, très précise, très fournie. Je me permets, enfin voilà, dire très bien faite. Vraiment, c'est un outil qui, nous semble-t-il, est extrêmement utile et avantageux pour pouvoir évaluer très finement non seulement les besoins d'aménagement en fonction de la situation envisagée concernant l'apprenti, l'organisme de formation, etc., son propre environnement. Donc non seulement pour évaluer les besoins, mais également pour pouvoir évaluer les besoins en financement possible, tenant compte de cette possibilité de majoration prévue par la loi à venir. Je vous invite, puisque cet outil-là est très facile d'accès, n'hésitez pas à en profiter. Donc je vous invite à vous en inspirer, voir pour les organismes de formation qui nous écouteraient, évidemment à vous replonger et à vous appuyer les yeux fermés sur cet outil, permettant de pouvoir donc évaluer le plus finement possible ces besoins d'aménagement, et donc le montant de la majoration éventuellement possible à solliciter en raison du handicap. Je termine d'un mot quand même sur ces grands principes-là, pour vous dire que cette grille d'évaluation est tellement fine que je vous ai rappelé les différents modules, hein. Vous allez retrouver dans cette grille d'évaluation différents modules très spécifiques pour pouvoir effectivement balayer l'ensemble des besoins
d'aménagement nécessaires pour l'apprenti concerné. Quand je dis cet ensemble-là, aussi bien des besoins d'aménagement technique, matériel, que d'aménagement, j'allais dire pédagogique, au sens aménagement des épreuves, mais aussi en termes, vous le voyez, hein, d'accès aux droits ou de mobilisation à différents dispositifs, etc., etc. Bref, cette grille d'évaluation est très précise. C'est son avantage et son gros point fort. Elle n'a de sens que si elle est, pardon de le dire de manière un peu brutale et stupide, presque, je veux dire, elle n'a de sens que si elle est bien remplie. Et bien la remplir, ça veut dire être en capacité de pouvoir bien la remplir, donc pouvoir avoir mobilisé les ressources humaines, hein, les personnes concernées, notamment au CFA. Suivez mon regard, je pense évidemment au référent handicap du CFA, au pluriel si parfois c'est le cas, donc au référent handicap du CFA, accompagné des acteurs en interne qui peuvent aussi l'aider à évaluer du coup ces différents besoins d'aménagement. Ça veut dire en réalité qu'il y a une vraie importance, employeurs publics et organismes de formation, à travailler ensemble, main dans la main, le plus en amont possible. Le plus en amont possible et réellement ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une fois qu'on a évalué les besoins, la question est de savoir, disons les choses de manière très, là aussi, directe, qui va pouvoir prendre en charge tout ou partie de ces montants financiers. Le FIP, effectivement, peut être mobilisé. La question est de savoir quelle est la mission du FIP, quel est le droit commun et quelles sont les différentes sources de financement. Quelles sont les missions du FIP? Pardon. Oui, le FIP a évidemment une priorité absolue qui est de pouvoir accompagner et favoriser le développement de l'apprentissage au sein des structures publiques. Les missions du FIP sont aussi et pas avant tout, mais sont aussi d'accompagner les employeurs publics dans le déploiement et dans leur capacité d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le FIP collabore avec les employeurs publics. Vous le savez, les sollicitations, les demandes d'intervention auprès du FIP ne sont réalisées que par les employeurs publics. À la différence parfois du secteur privé, enfin c'est pas parfois d'ailleurs, mais à la différence du secteur privé où un salarié peut directement solliciter certaines interventions auprès de la GFIP, tout comme un organisme de formation également, dans le cadre de la mobilisation du FIPHFP, et c'est la loi de 2005 hein, qui a voilà, posé les principes et les compétences du FIP, dans le cadre donc des mobilisations pardon, des aides du FIP, c'est l'employeur public qui va solliciter le FIPHFP. Pour dire les choses de manière très directe, encore une fois, si dans le cadre d'un besoin d'aménagement en CFA, pour aménager une épreuve théorique qui se déroule en CFA, un financement s'avère nécessaire. On pourrait imaginer donc que, comme on peut l'observer très simplement, enfin très régulièrement, pardon, que le CFA facture auprès du FIPHF, auprès de l'employeur cet aménagement, puisque c'est un aménagement pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc je vais facturer auprès de l'employeur, qui lui-même va facturer auprès du FIPHFP. Première chose qui doit nous alerter, est-ce que l'employeur public peut euh, effectivement prendre à sa charge une facture pour lequel éventuellement il n'a passé aucune commande, ni pour lequel il n'a pas été forcément comment dire, mobilisé en amont. Et allez, pour le dire là aussi d'un mot, est-ce que l'employeur public doit être un passe-plat entre le CFA et le FIPHFP? La réponse est probablement non. La question est donc de bien savoir quels sont les aménagements nécessaires. Alors, ou au sens le plus large possible, hein, ou physiquement, mais ou dans quel cadre également de ce contrat d'apprentissage se situent ces aménagements, et surtout, comment en amont, employeurs et CFA
on réfléchit ensemble à ses besoins d'aménagement, aux possibilités de financement, ce que je vais appeler de droit commun, pour pouvoir concourir au financement donc de ces éventuels aménagements. Et j'en reviens à cette fameuse grille que j'évoquais tout à l'heure d'évaluation des besoins, et notamment mis à disposition par la RHF, peut-être aussi en s'appuyant sur ce type d'outils et ces grilles-là. Il est essentiel que employeurs publics et CFA collaborent le plus en amont possible, travaillent le plus en amont possible sur ce projet, et vraiment le mot, je pense, est important, sur ce projet d'accueil d'apprentis au pluriel, si possible, au sein des différentes structures publiques. Une fois qu'on a bien posé ce principe-là, oui, le FIPHFP peut intervenir. Et je vais vous rappeler rapidement quelles sont les aides possibles et proposées par le FIPHFP. Encore une fois, en rappelant le principe que le FIP ne peut être sollicité directement et financera directement qu'auprès de l'employeur. Donc, c'est bien des demandes faites par l'employeur qui peuvent donc, ces demandes-là, concerner soit, on l'a vu, par exemple, une participation à la participation, une participation au financement des coûts pédagogiques et des frais d'inscription jusqu'à 10 000 euros. L'idée n'est pas qu'il y a une enveloppe de 10 000 euros et on peut voilà, solliciter 9 999. Non, c'est jusqu'à 10 000 euros. Je vous ai rappelé là aussi, et je vous invite à vraiment voilà, vous télécharger les plaquettes d'information, notamment produites par le CNFPT et la NFH sur les montants maximum et les grilles tarifaires qui globalement s'appuient sur un recensement du marché de la formation professionnelle. Ça ne veut pas dire que il faut être à la virgule près, mais voilà, ça peut vous inspirer aussi quant aux modalités de prise en charge lorsque c'est pas le FIP qui est sollicité, mais les modalités de prise en charge des opérateurs que je vais appeler du coup. J'enlève même les guillemets de droit commun. Donc, la possibilité d'une prise en charge jusqu'à 10 000 euros par le FIPHFP pour ces frais pédagogiques et d'inscription. Rappelez, c'est important que, au-delà de ça, et ce qui peut concerner peut-être quasiment le plus gros de la charge financière, notamment pour un employeur public, à savoir la rémunération de l'apprenti tout au long de son apprentissage. Le FIPHFP pour des apprentis bénéficiant de l'obligation d'emploi, cette prise en charge est assurée à hauteur de 80% de la rémunération brute chargée de l'apprenti pour tout au long de son apprentissage. 80% de la rémunération brute chargée. Des aménagements peuvent également être financés sur le lieu de travail et ou au CFA. Vous l'avez compris, sur cette question-là, il est important d'abord et avant tout de pouvoir collaborer le plus en amont possible sur cette question de l'évaluation en commun des besoins d'aménagement sur le lieu de travail et ou au sein du CFA. Donc là aussi, des aides peuvent exister. Rapidement, pour balayer cette partie-là, des aides au déplacement peuvent être prises en charge, notamment pour assurer pour l'apprenti le déplacement de son domicile au lieu de travail, sur le lieu de travail donc chez l'employeur public. Donc des aides au transport qui sont prévues. Je vous invite à vous rapprocher à vous plonger dans le catalogue des interventions pour bien voir le montant de cette prise en charge, jusqu'à 12 000 euros par an pour ces aides au déplacement. Ce qu'on va appeler une aide à l'équipement pédagogique de 750 euros pour l'apprenti. Je vais rapidement, parce que je vois que le temps file je vais donc vite, pardon, sur ces aides du FIP, que vous connaissez bien, j'imagine. Juste vous rappeler que le FIP propose à l'employeur public le versement d'une prime à l'insertion durable, c'est-à-dire à l'issue de l'apprentissage, si l'apprenti est embauché de manière durable, c'est-à-dire pour un CDD d'au moins la durée de son apprentissage, idéalement CDI, et pourquoi pas même une titularisation, puisque je vous rappelle que désormais, et jusqu'à 2024, si je ne dis pas de bêtises, une expérimentation est rendue possible quant à la titularisation des apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi à l'issue de leur apprentissage. Donc si cette titularisation
est rendue effective, la prime à l'insertion durable est évidemment mobilisable par les employeurs publics. Dernier point sur les aides possibles pour la FIPHFP et des aides directement mobilisables en son sein, hein, si j'ose dire, pour l'accompagnement à la fonction de tuteur et disons de maître d'apprentissage. On ne s'improvise pas forcément maître d'apprentissage, c'est aussi du temps évidemment à consacrer et ça doit être du temps évidemment à consacrer à l'apprenti qui, comme son nom l'indique, hein, est là pour apprendre et donc doit être accompagné de manière très rapprochée, si j'ose dire, par son maître d'apprentissage. Donc là aussi, le FIP peut être sollicité pour prendre en charge une partie des heures de tutorat, tout comme la formation du tuteur à la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, jusqu'à 10 000 € par an. Voilà sur les aides du FIP et avant que de pouvoir peut-être basculer sur vos différentes questions que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais on va y arriver. On voulait aussi vous rappeler quelques bonnes pratiques en matière de recrutement d'apprentis et je vous invite là à vous replonger dans les différents replays de webinaires qu'on a pu consacrer à cette question de l'apprentissage, tout comme sur les outils mis à votre disposition sur le site du FIPHFP dans l'onglet Nos régions Auvergne-Rhône-Alpes sur les modalités et les conseils et les bonnes pratiques en matière d'apprentissage, puisque ce sont pour la plupart des rappels que je vais vous faire, ou en tout cas des notions qu'on a pu développer dans le détail, dans le cadre d'outils qu'on met à votre disposition et dans le cadre également de différents webinaires. En matière d'apprentissage, peut-être rappeler, et c'est pas que d'ailleurs une question liée à l'apprentissage, mais qu'il est important pour vous, employeurs publics, de encore et toujours développer des actions permettant de pouvoir mieux faire connaître, mieux faire découvrir, promouvoir vos métiers et notamment les métiers en particulier ouverts à l'apprentissage. Quand je dis faire découvrir, en faire la promotion, faire découvrir les métiers qui ne sont pas forcément, pardon, là aussi peut-être de la caricature, mais des métiers qui ne sont pas forcément que des métiers traditionnellement ouverts à l'apprentissage, que seraient les métiers de l'espace vert ou de la restauration. Aujourd'hui, employeur public, vous avez de nombreux besoins. Ce qui nous remonte du terrain, c'est que, notamment en matière d'apprentissage, voilà, vous avez aussi des besoins sur des fonctions plus support, sur des niveaux de formation plus capés. Bon, faites-en la promotion. Communiquer et communiquer non seulement sur les métiers qui sont ouverts à l'apprentissage, mais plus globalement, faites la promotion de vos métiers. Je suis un peu péremptoire en vous disant ça, mais nous le savons, vous le savez, il est toujours nécessaire que de continuer à améliorer l'information et peut-être l'image véhiculée par l'emploi public auprès des publics et parfois des publics les plus jeunes, disons-le. La fonction publique, ça peut être innovant, la fonction publique, ça peut être passionnant, peut-être il est nécessaire auprès de certains publics de dépoussiérer, pardon du terme, mais certaines images et certaines idées mal et préconçues de l'emploi public. Je vous invite par exemple à favoriser des actions type journée portes ouvertes. Ouvrez vos portes, faites clairement découvrir vos environnements, vos métiers. On va y revenir juste après, je vais en reparler, notamment de l'opération Duodet. C'est aussi le principe d'ouvrir ses portes et de pouvoir présenter ses métiers. N'hésitez pas à favoriser ce type d'action. Par ailleurs, et notamment dans le cadre de l'apprentissage, un public qui serait parfois plus jeune, mais c'est pas si vrai. Principe, je dois vous le rappeler aussi, évidemment, pour le cas d'un bénéficiaire d'obligation d'emploi, on ne peut pas opposer une limite d'âge à l'apprentissage. Néanmoins, il peut être important et pertinent de chercher aussi, je sais que c'est pas toujours simple et que les personnes qui nous écoutent ce matin n'ont pas forcément toujours la main là-dessus, mais d'insister sur le fait que parfois les offres d'emploi et notamment les offres d'emploi en apprentissage publiées parfois mériteraient à quelques simplifications ou en tout cas peut-être pourraient être pensées un peu différemment pour simplifier et faciliter la compréhension
en limitant les acronymes, etc., etc. Donc voilà, rendre plus attractives aussi les offres d'emploi en les rendant plus simples et plus faciles à lire et plus lisibles. Toujours en termes d'offres d'emploi, alors je vais passer à la ligne d'en dessous. Vous savez aujourd'hui, probablement, si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, employeur public, vous avez la possibilité de pouvoir diffuser vos offres d'emploi et en particulier et surtout offres d'emploi en matière d'apprentissage et de stage sur un site dédié, PASS. Donc, je vous ai rappelé l'adresse, hein, passfonction-public.gouv.fr. Vos offres d'emploi sont diffusées sur ce portail-là, qui est le portail unique ou en tout cas prioritaire de diffusion des offres d'emploi en apprentissage pour la fonction publique. N'hésitez pas à y relayer l'information sur le site Un jeune, une solution également, puisque vous l'imaginez bien, c'est un site qui par définition et même presque dans son titre, s'adresse d'abord à ce public-là, promeut beaucoup l'apprentissage au sens large. Ça ne mange pas de pain, pardon de le dire comme ça, que de pouvoir aussi relayer vos offres d'apprentissage au-delà de PASS sur le site Un jeune, une solution. J'en reviens à mon point juste précédent sur cette diffusion des offres d'emploi. Si le diffuser sur le PASS, si le diffuser via Un jeune, une solution sur vos propres sites traditionnels de diffusion d'offres d'emploi, c'est une chose à faire et presque évidente. Si vous en avez la possibilité, tentez et faites en sorte de pouvoir aussi relayer ces informations sur des canaux de diffusion peut-être un peu innovants et un peu différents. Et je pense par là notamment aux réseaux sociaux. Par exemple, le réseau LinkedIn, je fais la promotion de rien en particulier, mais euh, pardon, hein, je l'ai dit presque, enfin, je l'ai écrit presque avec un sourire, mais un apprenti ou un potentiel apprenti aura peut-être, et notamment l'apprenti, pardon, je ne veux pas faire de conflit de génération, mais on va le dire plutôt jeune, a priori a plus tendance à aller consulter les réseaux sociaux qu'aller sur le site emploi-territorial.fr. Je ne vous le cache pas. Donc il est important aussi d'être proactif, et c'est ça qu'il faut retenir, dans les modalités de diffusion, notamment dans votre campagne de recrutement d'apprentis. Parfois, on se plaint d'avoir, enfin, on se plaint, on note le manque de candidatures. Eh bien, soyons proactifs, essayons d'innover, multiplions les modalités de diffusion de nos offres d'emploi pour pouvoir essayer de toucher le plus grand nombre du coup de potentiels apprentis. Toujours en termes de bonnes pratiques, bien entendu, collaborer et continuer de collaborer et le mot est presque important, mobiliser vos partenaires du service public de l'emploi. Cap Emploi, Mission Locale, ça va sans dire, Pôle Emploi. Je vous rappelle d'une parenthèse que désormais, il existe et sont mis en place sur tout le territoire national les lieux uniques d'accompagnement, les LUA, qui sont en réalité les lieux uniques d'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Voilà, c'est issu du rapprochement fort entre Pôle emploi et Cap emploi pour favoriser voilà, votre lien, vous, employeur public, sur la question notamment de l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Vos liens avec le SPE, avec le service public de l'emploi, pardon, Cap emploi et Pôle emploi s'en trouvent facilités. Donc évidemment mobiliser ces opérateurs de l'emploi public, pardon, ces opérateurs du service public de l'emploi, c'est mieux de le dire comme ça, pour pouvoir vous aider à travailler vos projets de recrutement d'apprentis en situation de handicap. Et puis, je l'ai dit, hein, j'ai insisté, je vais me permettre de réinsister maintenant, l'aspect fondamental de tenter et de chercher à travailler le plus en amont possible, de collaborer le plus en amont possible, et idéalement au fil de l'eau et un partenariat pérenne, si j'ose dire, avec les organismes de formation. CFA évidemment, mais aussi universités, écoles, les ESRP, anciens CRP, voilà. Collaborer le plus en amont possible avec ces opérateurs de la formation, vous, employeurs publics, pour partager vos besoins, identifier vos besoins futurs, j'allais dire immédiats et futurs. Oui, immédiats, puisque vous pouvez avoir
des besoins à combler et vous en avez aujourd'hui et qui pourraient être comblés, mais ils seront d'autant mieux comblés. Ce projet d'apprentissage, et je souligne le mot de projet, sera d'autant plus pertinent que vous pourrez le construire pédagogiquement et j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ergonomiquement, avec votre partenaire premier dans ce cadre-là, qui est l'organisme de formation. Je vous rappelle que dans tous les CFA aujourd'hui, il y a l'obligation d'avoir désigné un référent handicap, ce qui doit probablement pouvoir être un interlocuteur privilégié sur ces questions-là pour vous, employeurs publics. Et même chose pour vous, organismes de formation, de vous rapprocher aussi des référents handicap présents chez les employeurs publics de la région. Vraiment cet aspect fondamental de allez, je me permets de le dire comme ça, accueillir un apprenti, ça se décide pas au mois de juillet pour le mois de septembre. Et je vais revenir là aussi sur l'importance de cette anticipation et de comment pouvoir bien la délimiter. Je termine sur cet aspect-là. J'en faisais référence lorsque je vous invitais à ouvrir vos portes et à mieux faire découvrir vos environnements et vos métiers. Voilà, profitez de toutes les occasions possibles pour multiplier les rencontres avec de potentiels publics et ça nous permet, alors désormais c'est derrière nous et je sais que ça a été largement mobilisé et suivi par vous employeurs publics cette année en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, des dispositifs comme le Duodet, ça peut être aussi l'occasion et de faire découvrir vos métiers et de découvrir des profils et des potentiels. Euh, euh, et je souligne bien le mot de potentiel, peut-être voilà, de susciter des vocations. Peut-être pas forcément en une seule journée avec le Duodet, mais ne vous limitez pas au Duodet, favorisez encore une fois les possibilités de rencontre et de mise en situation, des PMSMP, etc., des périodes de mise en situation, pardon, pour pouvoir, je vous dis, peut-être faire naître des vocations. Et derrière le mot vocation, moi j'entends aussi cette idée d'un parcours et d'un cheminement qui pourrait aboutir demain, après-demain ou dans quelques années à l'obtention d'un diplôme qui permettrait de pouvoir intégrer vos effectifs. Et vous me voyez venir peut-être en ayant imaginé un parcours d'apprentissage au préalable. Encore une fois, voilà, plus vous vous inscrirez dans le temps en matière de partenariat, en matière de définition de vos besoins, mieux vous vous donnerez les chances de pouvoir donner du sens à ces contrats d'apprentissage que vous développez au sein de vos structures, vous employeurs publics. Je voulais finir cette longue partie sur ce point-là et de l'importance. Je suis désolé, je jette un œil aux questions que je vois commencer à arriver. Donc voilà, l'importance de l'anticipation. Je vous invite pour le coup on avait réalisé un webinaire spécifiquement consacré à ces modalités-là en janvier 2022, si je ne dis pas de bêtises. Je vous invite à voilà, revoir ce webinaire ou reprendre les supports diffusés à ce moment-là. Néanmoins, vous rappelez que, encore une fois, pour imaginer l'intégration dans les meilleures conditions possibles, et tenant compte des éléments qu'on vient de balayer ensemble ce matin. Donc, pour imaginer la meilleure intégration possible d'un apprenti en septembre, septembre-octobre, au moment de l'entrée scolaire, le calendrier scolaire et universitaire, et bien finalement, il faut bien imaginer que ce travail-là va s'initier presque un an avant. Alors, dans l'idéal. J'ai bien conscience, encore une fois, que parfois les faits et les choses font que il est parfois compliqué, mais nous vous préconisons de commencer dès l'année N-1, dès l'année précédente, à bien identifier et mener ce travail de recensement de vos besoins. Sur quel métier je vais avoir besoin d'apprentis? Et donc ça veut dire où sont mes besoins, quels sont les services, quels sont les métiers sur lesquels on va être en capacité aussi d'accueillir et sur lesquels ça va être un plus que d'accueillir un apprenti, et notamment donc en identifiant les maîtres d'apprentissage, la manière dont ils vont pouvoir être mobilisés, etc., etc. Ce travail de recensement, lancez-le
dès le mois de novembre, parce que parfois c'est long, parfois il est compliqué de bien identifier ou parfois de sensibiliser et ça demande du temps aussi la sensibilisation. Donc ça demande du temps. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais si ça demande du temps, il faut savoir pouvoir prendre ce temps. Donc, dès novembre-décembre, pouvoir opérer ce recensement des besoins, identifier les éventuels maîtres d'apprentissage. Diffuser vos offres, là aussi, n'attendez pas, si j'ose le dire, mai ou juin pour diffuser vos offres. Plus tôt vous pourrez communiquer sur ces offres-là et plus longtemps vous pourrez communiquer sur ces offres-là, plus vous donnerez les chances de développer le vivier de candidature qui pourrait vous être adressé. Et de la même façon, plus tôt vous commencerez à sélectionner ces candidatures et potentiellement des candidatures de personnes et d'apprentis ou de potentiels apprentis en situation de handicap, plus tôt vous les aurez identifiés, plus tôt vous pourrez engager une véritable évaluation des besoins spécifiques. Quand je dis une véritable évaluation des besoins spécifiques, c'est bien tenant compte effectivement des environnements au CFA et sur le lieu de travail, mais tenant compte des besoins spécifiques de l'apprenti. Et allez, je vais réenfoncer une porte ouverte, ces besoins, ils sont toujours individuels, spécifiques, et chaque situation est différente. Donc, plus tôt vous aurez identifié vos candidatures, plus tôt vous pourrez mener une évaluation pertinente des besoins, plus tôt vous pourrez, du coup, et mieux en l'occurrence, et mieux vous pourrez imaginer les modalités de financement de ces besoins d'aménagement spécifiques. Et vous pourrez, du coup, recruter et intégrer, j'allais dire, plus sereinement cet apprenti en situation de handicap. Voilà ce qu'on voulait évoquer avec vous ce matin. J'espère avoir été clair. Comme je vous l'ai dit, ce support et ce webinaire sera disponible en replay et le support sera tenu à votre disposition. Vous aurez l'accès en cliquant sur les différentes images aux différents outils que j'ai évoqués pendant cette petite heure, cette longue heure. Je me permets donc de commencer à voir avec vous les questions qui ont pu être évoquées par les uns et par les autres durant ma présentation. Alors, je vois notamment, je vais jongler avec les différents onglets, c'est toujours pareil. Régine qui nous demande, bonjour, est-ce que cette mesure relative à la titularisation va-t-elle être prolongée? Je pense que vous faites référence, alors moi-même je faisais référence du coup à l'expérimentation de la possibilité de titulariser un apprenti à l'issue de son apprentissage. Cette expérimentation a été rendue possible par la promulgation de la loi de transformation de la fonction publique qui prévoit pour l'instant une expérimentation de 5 ans. À ma connaissance, je ne sais pas si elle va être prolongée ou pas, et j'allais presque vous dire, l'expérimentation, si mes calculs sont bons, doit aller jusqu'à 2024, et donc je pense que avant, non pas à la fin 2024, mais il y a encore du temps pour remonter et analyser l'intérêt ou pas de cette mesure-là. Donc pour l'instant, à mon sens, rien de neuf sous le soleil sur cette éventuelle prolongation de la possibilité de titularisation des apprentis à l'issue de leur apprentissage. Joseph également nous dit sur l'onglet question, quid du financement de l'État en 2024? Je suis désolé, Joseph, si vous pouvez préciser votre question. Je vais regarder les autres questions. Voilà, le financement de quoi, pardon, en 2024? Est-ce que ça faisait référence là aussi à la titularisation? Je vous invite, voilà, si vous le voulez bien, à préciser vos questions. Je bascule sur l'onglet du chat. Et je prends, écoutez, je vais être assez binaire, si j'ose dire. J'ai une nouvelle question. ANFH prend-elle en charge les frais annexes, pardon, repas, nuitées, prime équipement, mobilité? Je vous invite à vous
alors c'est pas vous plonger parce que le document est très simple, hein, à télécharger du coup le guide de l'apprentissage que vous avez disponible du coup sur ce support-là, de la NFH, sur lesquels les modalités et toutes les natures de frais pris en charge sont précisées, puisque bah, dans le lot, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je vais pas vous dire de bêtises. Je vous invite à vous, à vous baser du coup sur ce guide de l'apprentissage de la NFH. Hop, hop. Vous voyez apparaître à vos écrans un petit sondage voilà, sur lequel on vous invite à répondre. Très simple, hein, binaire, oui ou non, pour nous indiquer si ce webinaire vous a été utile. Pendant les quelques minutes qui nous restent, n'hésitez pas à soumettre ce fameux vote. Je le fais moi-même. Et puis voilà, je garde encore quelques minutes pour reprendre avec vous les quelques questions. Je les balaye. Comment peut-on mobiliser l'aide au déplacement quand l'employeur public ne prend pas en charge les frais annexes à la formation? Comment peut-on mobiliser l'aide au déplacement quand l'employeur public ne prend pas en charge les frais annexes à la formation? Là aussi, alors Agnès, je crois, je vous demanderai si vous le pouvez de pouvoir repréciser votre question. Je suis pas sûr de bien la comprendre. Lydie nous dit 10 000 € le cycle de formation, 2 ans ou par an. On parle bien d'un cycle de formation. C'est pas chaque année les 10 000 €. Là aussi, je vous invite, les choses sont très précisément, aller sur le, pardon, je suis désolé, je lis une autre question en même temps, à aller, pardon, précisément lire le catalogue d'intervention du FIP que vous retrouverez très facilement sur le site du FIPHFP, qui vous précise les modalités très claires de prise en charge, notamment sur ces 10 000 €. Donc c'est bien sur le cycle de formation. Géraldine nous dit que vous êtes allé déjà sur le lien et vous n'avez pas vu la grille sur le site. Je pense que vous faites référence à la grille de la RHF, à la grille d'évaluation. Si c'est bien le cas, Géraldine, oui, puisque pour le coup, là, vous n'avez pas de lien. Sur les autres documents, vous avez un lien que je vous ai mis directement sur le support, mais vous tapez la grille d'évaluation RHF, ressources, handicap, formation, et vous allez la retrouver immédiatement. Au besoin, on pourra vous communiquer le lien qui va bien. Effectivement, sur le document, il n'y a pas ce lien hypertexte. J'essaye de balayer, hop, hop, la liste des référents. Régine nous demande si la liste des référents handicap des établissements pourrait-elle être mise à jour. Là, vous outrepassez mes connaissances et nos possibilités. Je vous invite, hein, encore une fois, alors je sais que c'est pas toujours simple ou facile. Euh, euh, Essayez autant que possible de pouvoir développer ces relations, j'allais dire, école, ces relations avec vos prestataires ou vos organismes de formation. Ce que je veux dire par là, c'est cette mise à jour. Elle est effectuée, hein, elle est effectuée relativement fréquemment, à minima une fois par an. Je tourne un peu autour du pot parce que c'est une mise à jour qui est pas simple à effectuer au niveau très global, au niveau national. Comme vous pouvez l'imaginer, compte tenu du nombre d'établissements, compte tenu des mouvements au sein de ces organismes-là. Et je pense que, alors oui, vous pouvez là pour le coup, je ne saurais pas vous dire quand, et nous, en tout cas, on n'en a pas la possibilité de pouvoir assurer cette mise à jour, évidemment. Mais le plus simple, enfin le plus simple, le plus pertinent serait peut-être aussi de pouvoir, voilà, très concrètement, hein, prendre vos téléphones, regarder vos différentes sollicitations et adresses mail, bref, pour pouvoir vous rapprocher des organismes de formation proposant des parcours de formation qui peuvent correspondre à vos besoins, et puis voilà, d'identifier peut-être plus spécifiquement ces interlocuteurs qui peuvent vous être utiles. Encore une fois, oui, ça prend du temps, mais ce temps-là, il peut s'inscrire dans la durée, et je pense que c'est
le plus simple, si j'ose dire. Vraiment de pouvoir viser cette relation presque pas interpersonnelle, mais quasiment. Donc voilà, d'être toujours en lien et de faire vivre ce partenariat au fil de l'eau, si je peux le dire comme ça, pardon. J'essaye de balayer la plupart des questions. Euh, ah, je crois qu'Agnès, vous avez précisé votre réponse, et Amandine qui est derrière les manettes et son clavier vous répond aussi. Bah, merci à toi, Amandine, d'apporter ces différentes réponses. Vous avez, alors là aussi, hein, toujours dans le replay, l'accès aussi à ces différentes questions et réponses qu'on peut vous apporter dans le chat. Merci à toi, Amandine, d'assurer ce service après-vente, si je peux le dire comme ça. Je vois qu'il est quasiment 10h15 et pour le coup, on avait prévu de vous libérer à cette heure-là. Du coup, d'un mot, juste pour vous rappeler nos prochains webinaires. Pardon hein, si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Évidemment, je vous invite à voilà. Continuez à peut-être les uns les autres apporter vos propres questions dans ce chat et puis vous y aurez accès. Si certaines questions n'ont pas été répondues, on se fera fort de pouvoir y répondre par la suite, peut-être de manière plus directe. Et donc, vous rappelez que eh bien, nos webinaires pour cette année 2022, c'est terminé. Je sais que vous êtes tous et toutes très attristés, mais je vous rassure, on se retrouve dès l'année prochaine, plus sérieusement, dès le 24 janvier 2023. Eh oui, 2023. Un webinaire qui, cette fois, sera en particulier consacré à la notion des troubles 10. On a volontairement gardé ce terminologie-là, 10, tout ce que ça recouvre, que c'est trouble 10. Il me reste à vous souhaiter du coup une très bonne fin de journée et puis déjà une très bonne fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous donne rendez-vous avec l'équipe, toute l'équipe du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux cycles de webinaires et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne fin d'année. À très bientôt et au revoir à tout le monde.